Déjà, pour commencer, je crois que mon expérience de vie serait plus appropriée pour parler de ce sujet plutôt que mon expérience professionnelle. J'ai l'impression que souvent, dans des forums étudiants ou des groupes de conversation, on essaie souvent de faire avancer ses idées, etc. Puis on prend tellement les idées des personnes et l'activisme des personnes, entre guillemets, comme acquis, tout en oubliant tout ce qu'il pourrait y avoir derrière. Déjà, pour commencer, par exemple, les 6 mots que vous avez dit en répondant à la question de M. Néré, 5 des 6 mots étaient d'ordre péjoratif. Et puis, ça, c'est pour montrer combien la santé mentale est vue comme un fléau plutôt que quelque chose de normal dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, je suis allée... J'ai pas de tante, je peux pas aller aussi profond, mais il y a quelques mois, je suis allée chez le médecin et puis... vous voyez, tu te réveilles un matin, tu te sens pas bien, tu vas chez le médecin, tu sais pas ce que tu as. La première chose que le docteur me dit, pourquoi ça va pas? Est-ce que vous êtes en dépression? Est-ce que vous êtes... C'est comme si on ne nous donnait pas le choix de paraître mal avant de nous donner une médication quelconque. Je vois beaucoup de gens, que ce soit des amis ou des gens que je rencontre dans ma vie personnelle et professionnelle, qui tombent très vite dans le mécanisme des médicaments et malheureusement c'est très difficile de s'en sortir. Donc moi, ce jour-là, je disais à mon docteur, non, c'est juste une mauvaise journée comme une autre. Je pense pas que ce soit aussi grave que ça, etc. Et puis là, mon docteur, il me regarde et me dit, oui, mais je vois aussi que vous avez un surplus de poids. Ne croyez-vous pas que ce soit... Est-ce que vous êtes boulimique? Comme ça, ouais. Non, mais tout ça pour vous dire que ce genre de choses, et si un docteur avec un doctorat et des années d'études se permet de dire des choses pareilles à attaquer notre santé mentale, nous les jeunes, qu'est-ce que des pairs autour de vous qui n'ont même pas la connaissance acquise pour vous parler de manière inclusive pourraient susciter comme dommage en vous dans la vie de tous les jours? Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole comme un témoin de ces choses-là que je vois. Dans mon mandat, par exemple, comme vice-présidente interne à l'association étudiante, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est des étudiants qui arrivent au bureau en larmes, qui ont besoin de parler. Souvent, ce sont des gens qui ont besoin de groupes de conversation, qui ont besoin de savoir qu'il y a d'autres mondes qui ont la même réalité qu'eux autres. Puis on se retrouve toujours à les diriger vers des ressources nébuleuses, mystérieuses. Oui, ben c'est bien beau prendre une semaine off, puis être dans une clinique, etc. Je sais qu'il y a du monde qui en ont absolument besoin, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de manières alternatives dans comment on peut prendre soin de soi surtout maintenant en 2015, tout va tellement vite, on peut s'insulter très facilement sur Internet, on peut se créer des ennemis, on veut dire, voilà, des amis aussi, donc ça au moins c'est une bonne chose. Comment je vois ça, la santé mentale? Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas pourquoi le gouvernement ne voit pas que c'est aussi important de prévenir que de guérir. Dans le sens que comme si on prend un pas en arrière pour dire pourquoi on est en train d'expérimenter autant de détresse chez les jeunes, pourquoi on est malheureux en 2015, pourquoi on ne prend pas assez le temps de vivre. C'est vraiment facile de regarder autour de soi et de savoir que dans certains campus, par exemple moi, à mon arrivée à la cité, j'ai pas trouvé un endroit où je me sentais en sécurité. J'ai pas trouvé un endroit où je pouvais parler avec des gens sans
sans être jugée. Je faisais face à du racisme, à de l'islamophobie, à une base quotidienne. Puis quand je dis quotidienne, c'est même pas exagéré. Et puis je me disais, voyons donc, moi qui suis quelqu'un de si gentil et si sourire. Non, mais je le dis vraiment en toute honnêteté. Moi qui suis quelqu'un qui ne recherche pas la problématique en te rencontrant, ben, les personnes qui sont plus timides ou qui n'ont pas une facilité à s'exprimer, ben, qu'est-ce qu'elles ressentent? Puis c'est ça qui me touche, puis qui me pousse à faire tout ce que je fais tous les jours, même si on est débordé, même si on est stressé, même si on a des enjeux comme disait Anne-Marie tout à l'heure, l'endettement étudiant, etc. Même nous, ici, maintenant, au REFO, on est ici pendant 3 jours à Sudbury, puis on veut envoyer des messages au gouvernement. C'est comme ce qu'on fait à base régulière en tant qu'étudiant, c'est quelque chose de tellement inspirant et de tellement fort. Puis je trouve que ce qu'on nous donne en contrepartie, c'est pas assez. Puis ça, c'est pas de notre faute. Je voudrais juste souligner le point que il faut vraiment prendre le temps de se déculpabiliser par rapport à ce qui nous arrive. Souvent, quand on est, par exemple, moi j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa, il fut un temps. J'ai même pas pu survivre 6 mois là-bas. Comme ma santé mentale avait déjà en tant que francophone, je suis arrivée, j'étais immigrante, je parlais pas un mot d'anglais. Puis ça veut rien dire, mais c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte, dans le sens que quand on me dit tu peux aller à l'Université d'Ottawa parce que c'est une université bilingue et tu vas poursuivre tes études en français, moi j'étais comme alright, sure. Puis là tu rassembles tous tes sous, tu laisses ta famille, ta culture, bye, et tu t'installes à Ottawa et tu penses commencer une nouvelle vie, donc tu vas avoir un diplôme en français. Et là, tu t'arrives là, et là, le premier jour, le prof, il te donne ton livre de mathématiques avancées en anglais. Toi qui n'as jamais fait des maths, même en français. J'ai fait mes maths en arabe. Puis, il voulait que je réussisse mon cours de maths avancées en anglais. Puis, vous pensez que je me sentais comment ce jour-là? Je me sentais responsable. Je me sentais ignorante. J'avais honte que je parlais pas anglais. Puis là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, je dis non, je m'en fous, tu m'as promis une éducation en français, tu me donnes ce que tu as mis sur tes bancards pour leurrer des personnes, des étudiants internationaux, etc. etc. On ne doit pas se sentir responsable de ce qui nous arrive. Nous devons j'ai oublié le mot, pardon. Nous devons tenir les institutions coupables des promesses qu'elles ne remplissent pas. Et juste pour terminer, ce coup de gueule qui fait tellement du bien. C'est moi, là je suis mon sévrage, c'est de la santé mentale. Par exemple, l'harcèlement sexuel. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a été créé en 2015? Non, ça fait des années et des années et des années qu'on en parle, ça fait des années et des années que les gens portent plainte, que ce soit des hommes ou des femmes, puis on prend pas ça pour acquis. C'est un mythe, l'harcèlement sexuel, je sais pas, la culture du viol, je vois pas de quoi vous parlez. Et là, il suffit que 3 médias se focus sur le sujet en mettant des gros titres, et là tout le monde, on doit se protéger, les institutions ont envoyé, le gouvernement, pour vous dire comment le gouvernement peut faire des miracles, ça s'est passé en novembre, ok? Un protocole pour les 24 collèges et universités a été écrit en 2 mois pour qu'il soit là le 1er mars. Donc quand on nous dit que c'est impossible, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires, moi je dis que tout ça, c'est par rapport à leur image. Donc, c'est pas une réalité. Et si on continue à crier haut et fort ce dont on a besoin pour bâtir des campus plus inclusifs, pour avoir une meilleure vie étudiante, et ben plus on crie, plus on l'aura.